Là, on va partir. On va passer à sa fille aînée, sa belle fille aînée, Whitney, qui est là avec nous, qui elle aussi aujourd'hui est là pour but de nous enseigner tous, parce que je pense qu'elle sera aujourd'hui à peu près la porte-parole de tous les jeunes qui aussi vivent la même chose. Aujourd'hui, elle va s'exprimer et à travers ce qu'elle va dire, je pense qu'on va être beaucoup motivé à faire aussi pareil, parce que on a aussi une part de responsabilité à protéger nos mamans. Des choses qu'on voit, il faut qu'on dénonce. Il y a dénoncer et accuser. C'est pas la même chose. Il faut vraiment qu'on puisse dissocier ces deux choses-là. Dénoncer et accuser, ce n'est pas la même chose. Whitney, tu vas reprendre la parole. Je sais que ça va pas être facile. Là, c'est dur. Tu as entendu. Je connais l'histoire de maman déjà. Là, aujourd'hui, j'aimerais savoir, aujourd'hui, bon, tu as compris la maman, mais quelle est ton histoire aujourd'hui? Je pense qu'avec tout ce qu'elle a raconté, tu as dû le vivre. Avec beaucoup de maturité que tu as. Je sais que ça va pas être facile, mais on est ensemble. Hein, charisme. Toujours. Il faut que tu bois de l'eau. On boit de l'eau. N'hésite pas. Si on mange des gâteaux, on mange des gâteaux. Tu vois, tout est là. Tout ça, c'est pour toi. Donc, sois à l'aise. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas dire, ça va impacter plus de monde que tu penses. Parce que ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est très, très, très respectueux déjà, parce que c'est rare. Aujourd'hui, on a décidé de parler, de lever notre voix, afin qu'on puisse nous entendre et dire que ce que nous vivons, nous, dans notre communauté, nous ne devons pas banaliser ça. Ce n'est pas normal. Nous méritons le bonheur, nous méritons de vivre bien comme tout le monde. On ne vient pas au monde pour souffrir. On ne vient pas au monde pour être maudit. On ne vient pas non plus au monde pour vivre pour les autres. Nous avons tous une vie. Et je sais qu'aujourd'hui, vous allez faire des grandes choses ensemble. Yes. Bon, du coup, moi, je prends la suite. Yes. En fait, pourquoi à ce moment-là? Parce que comme elle dit, ma mère, moi, j'ai à peu près 10 ans. À 10 ans, je commence à prendre conscience un peu de ce qui se passe chez moi. À la maison. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que la première partie de notre vie, ma mère, elle nous a fait un monde. On était dans un monde merveilleux. Bisounours. Bisounours. Vraiment bisounours à gogo. On était dans le contexte, en fait, on était déjà des enfants un peu privilégiés. Parce qu'on habitait dans le quartier et on partait dans des écoles privées. Donc déjà, dans le contexte, en fait, tu vois, les enfants qu'on rencontre, les parents qu'on rencontre, c'est pas Tantine que tu vois en bas du bâtiment, tu vois. Donc, il y avait ça. Et puis, nos parents, ils nous mettaient tout le temps dans des activités. Conservatoire, foot. Moi, j'ai fait de la danse classique pendant longtemps. Tu vois. Donc, tu vois, même le sport, ça, enfin, j'ai compris avec le temps en étudiant, mais que le sport, ça en disait long déjà. Et les vacances, on n'était jamais à la maison. Toujours, on voyageait. Ma mère, elle nous faisait, en fait, on n'était jamais à la maison. Toujours. Mais nous, bon, on est enfants, donc c'est cool, on part en vacances. Ces vacances-là, c'est le sud. Le mois prochain, enfin, l'été prochain, ça va être à la montagne. En fait, elle nous faisait découvrir des choses que, ben, on voyait bien que peut-être dans notre entourage, bon, ils faisaient pas forcément les mêmes choses. Et puis, mon papa était vraiment papa gâteau aussi. Ça veut dire que on passait beaucoup de temps avec on passait beaucoup de temps avec mon père. Le seul temps que ma mère, elle autorisait qu'on passait à la maison, mon père nous prenait pour aller au parc, pour, tu vois, faire ce genre d'activité-là. Voilà. Donc, du coup, nous, on voyait l'image du bon papa. Donc, tu vois, toujours le papa qui va chercher ses enfants peut-être à l'école, on va au parc, on va dans les parcs d'attractions, tu vois, des choses comme ça. Donc, cette première partie-là de notre cette enfance-là, on a une enfance, franchement, l'image, on est des enfants pourri gâtés. Vraiment, on va pas se mentir, on manquait de rien. Donc, mais on voyait la violence à la maison. Donc, maman nous disait quand mon père commençait déjà à se fâcher que vous devez aller dans la chambre. Mais je pense que déjà, on était déjà des enfants têtus. Parce que déjà, en fait, on supportait pas. Tu sais, quand t'es dans la chambre et que t'entends un couvert qui tombe par terre, une claque qui se porte, boum, tu restes pas dans la chambre. Tu sors, tu vois, et puis tu sais, à l'époque, on était dans les HLM. Le plan, il est comme ça, hein. Donc, on fait le tour de la maison. Et c'est un peu, mes parents jouent au chat à la souris. Quand est-ce que papa, il attrapera maman? Donc, on va dans ce sens-là. Après, on va dans l'autre. Tu te rends compte ce que tu dis, là?
C'est grave. C'était notre vie, en fait. C'est très, très, très grave. C'était notre vie. En fait, maman, elle nous avait habitués. C'était notre vie, elle nous avait habitués comme ça. Et puis, jamais ma mère, elle nous disait des choses négatives sur notre père. Jamais. Même jusqu'à aujourd'hui, ma mère jamais disait des choses, tu vois, négatives sur notre père. Donc, on gardait encore l'image du papa, tu vois. Et puis après, les choses s'accélèrent, en fait, à partir des 10 ans. Parce que du coup, à l'époque, ma mère, elle fait venir une de ses cousines d'Afrique. Donc, justement, c'est la fille de son papa Koulout. Donc, en fait, on va dire, c'était un geste de reconnaissance. Elle oubliait pas, c'était pour elle, c'était son père. Même si elle savait que, au final, c'était pas son père, mais elle gardait l'image que non, c'était mon père. Donc, en signe de reconnaissance, elle décide de faire venir sa fille. Donc, du coup, ma maman Leki. On vit ensemble. Et c'est vrai que c'est un moment, c'est des moments, bon, je vois, on fuyait moins chez la voisine d'en bas. Parce que du coup, il y avait la maman Leki à la maison. Et je vois ma maman Leki, en fait, je vois mon père frapper ma mère devant la maman Leki. Mais maman Leki, quand elle réagit en mode, ah, mais il y a Francine, faut pas parler. Pourquoi il y a Francine, tu parles? Pourquoi il y a Francine, tu réponds? Donc, tu vois, déjà, nous, en fait, pour nous, ma mère, quelque part, elle était fautive. D'accord. On se disait, oh, maman, pourquoi elle parle? Ouais, pourquoi maman, elle met papa en colère? Pourquoi maman, elle répond? Tu vas comprendre pourquoi j'ai ce détail-là. On arrive donc du coup dans l'âge de nos 10 ans et elle, en fait, elle doit partir de la maison parce que elle devait partir se marier. Et à l'école, on commence à nous poser des questions. Parce que ma mère était une maman, tu vois, comme elle dit, il y a une période comme ça, elle ne travaillait pas, mais elle ne voulait pas non plus rester inactive. Donc ma mère, c'était une maman toujours à l'école, c'était la maman disponible. Tu sais, quand les activités, partir à la bibliothèque, partir à la piscine, au zoo. Vraiment faire pour vous ce qu'on n'a pas fait pour vous. Voilà. Elle nous accompagnait toujours. Et du coup, les maîtresses, à chaque fois, elles disaient, ah, ben, Francina, votre maman, elle est disponible tout le temps. Et du coup, maman, elle s'arrangeait parce qu'il fallait aussi laisser la place pour les autres mamans, tu vois. Mais ils savaient que, les professeurs, les maîtresses savaient que maman était toujours disponible. Mais en fait, au fur et à mesure, ils voient ma mère, avec des bleus. Tu vois, moi, je me souviens un jour, ma mère, elle a dû prendre les lunettes de maman Leki et commencer à cacher comme du coton autour parce qu'elle était en train de cacher le cocard, en fait, qu'elle avait à l'œil. Et là, les maîtresses, elles commencent à nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Et puis, mon frère, mon jumeau, du coup, il commence à avoir, bon, tu sais, les maîtresses, je pense qu'elles savent reconnaître un enfant qui est perturbé. Et ça se ressentait au niveau scolaire. Donc, du coup, ils nous posent des questions. Mais nous, du coup, tu vois, on est sages. Je pense déjà à cet âge-là, on va voir maman, on lui dit, mais maman, à l'école, tu vois, on va pas voir mon père, mais on va voir ma mère. En disant, maman, à l'école, on commence déjà à nous poser des questions. Ma mère, elle nous dit, il se passe rien. Il se passe rien. Tout va bien à la maison, y a pas de problème. Donc, cette hypocrisie-là, quelque part, ma mère, elle nous l'imprègne. Nous aussi, on avance dans ça. Voilà, pour mentir. Nous aussi, on avance dans ça. Donc, j'accélère. La maman Leki, elle part se marier, elle part dans son mariage. Il faut savoir qu'entre-temps, on a vécu aussi avec les papas Leki, donc les petits frères de mon père que lui aussi a fait venir d'Afrique. Et eux, donc, ils ont vécu avec nous. Et ils ont vu le comportement et le caractère de mon père. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur ce point-là. Et mon père frappe ma mère devant eux. Tu vois, et j'ai l'image, je vois les papas Leki qui défendent. Tu vois, ma mère. En fait, à cette époque, qui défendent ma mère. Parce que, c'est là, vraiment, on est sur la violence conjugale, vraiment physique. Mes parents décident d'acheter. Donc, on quitte les HLM, on va dans les pavillons. Mes parents, ils deviennent propriétaires. Normalement, c'est la joie. Parce que normalement, voilà, maintenant on va avoir notre maison, la façon comment nos parents nous le vendent, c'est qu'on va avoir notre maison, chacun aura sa chambre. Moi déjà, je retrouve ma chambre parce que moi j'ai l'image de quand j'étais petite et que j'avais ma chambre avec mes poupées, tout, et puis mes petites sœurs qui arrivent, et ma maman Leki dans la même chambre. Tu vois, mais là, ma mère me dit que je vais retrouver ma liberté, donc du coup, j'aurai ma chambre à nouveau. C'est bête, hein. Mais tu sais, tes parents te disent que tu vas avoir des escaliers à la maison. Tu vois, ça te change. Et puis, on aura un jardin. Et tu vois, on est dans le privé. On est avec des blancs. Ils habitent pas dans les HLM. Donc, tu vois, déjà aussi, tu sens que t'as un peu de poids par rapport aux personnes de ton entourage, par rapport à tes camarades de classe. Mais c'est là où, en fait, tout bascule. Tout bascule parce que déjà, du coup, il n'y a plus personne avec nous. Donc, on se retrouve, papa, maman et nous, les enfants.
Ma mère, elle a dit, elle en pouvait plus. Mais à l'époque, elle nous le dit pas. Mais tu vois, elle travaille de plus en plus. Si elle travaille de plus en plus, ça veut dire que les charges, c'est nous les grands qui prenons tout. Tu vois. Donc du coup, bon, j'ai 10, 11, 12 ans. Mais déjà à 10, 11, 12 ans, je commence déjà, tu vois, à m'occuper des enfants, m'occuper de la maison. Et puis, les disputes. Déjà, je prends conscience que mes parents, ils se disputent tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je pense que plus aider. Ah ouais, là, je commence à comprendre. Hein. Je me dis, c'est pas normal ce qu'on vit chez nous, en fait. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Tout le temps des disputes, tout le temps des disputes, tout le temps des disputes. Papa qui crie, maman qui crie, la bagarre. Puis là, c'est compliqué, tu vois. Parce que dans les HLM, on était comme ça. Mais là, on monte, on descend. Mais là, on monte, on descend, on va dans la cuisine, on retourne dans le salon. C'est trop... Tu vois, déjà, ça commence à bouger, quoi. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, on avance tout doucement. Ma mère, elle travaille de plus en plus. Avec le temps, je comprends que ma mère, elle commence à fuir la maison. Elle fuit la maison, mais du coup, si elle fuit la maison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend les charges. Donc, ça veut dire que c'est nous les grands. Mais bon, tu sais comment ça se passe dans les familles africaines, il n'y a pas tout. Moi, je suis l'aînée, mon frère aussi, c'est l'aîné. Mais en soi, c'est moi, déjà, c'est moi l'aîné. Parce que en soi, c'est moi je suis née la première. Mais comme je suis la femme, c'est à moi de supporter, tu vois, les charges à la maison, etc. Alors, ma mère ne me laissait pas non plus, tu vois. Elle essayait comme, tu vois, de m'arranger sur quand même certaines choses. Mais tu sais, quand tu dois, à cette époque-là, pas tout, ça veut dire que 5 enfants. J'ai pas un enfant, j'ai pas 2, j'ai pas 3, j'en ai 5. C'est des enfants en bas âge. Tu commences à 8h30. Les déposer, si tu commences à 8h30, tu les déposes au centre. Si tu commences à 9h, tu les déposes à l'école. Nos écoles ne sont pas dans la même ville. Moi, je suis dans la ville voisine. Faut prendre le bus, faut prendre le train, faut marcher jusqu'à l'école. Et t'as l'école. Et t'avais quel âge? Déjà, je passais au collège, 6e. Déjà à partir de la 6e. Tu termines l'école. Tu sais, si par exemple, tu termines à 15h, bon, t'as le droit de rester à la récré, mais je vais pas rester à la récré parce que je sais qu'à 16h30, je dois aller les chercher à l'école. Et puis, il y a des fois, ma mère, si elle sent que j'ai besoin de souffler un peu, elle va me dire, OK, laisse-les au centre. Donc, ça me laisse le temps de rentrer tranquillement. Si je les laisse au centre, c'est bien aussi comme ça, ça m'épargne le goûter. Donc, bon. Donc, soit je les préoccupe à 16h30, je donne le goûter, on enchaîne jusqu'à ce que ma mère, elle arrive. En sachant que mon père est à la maison. Mais ma mère veut pas déranger mon père. Donc, mon père fait parce que c'est le papa. Mais parfois, ma mère, je pense, comme elle sait comment ceux qui se disent dans leur dispute, elle évite et elle préfère me donner les responsabilités à moi. Donc, tu vois, donner à manger, le bain du soir, papa, le temps que maman arrive. Maman, elle termine à 20h, 20h30. Le temps qu'elle prenne les transports, qu'elle arrive à la maison, 21h, 21h30. Donc moi je te cache pas aussi l'école, comme on dit de toute façon, hein. Les chiens ne font pas des chats. Ma mère aussi elle aimait pas l'école, moi aussi j'aimais pas l'école. Donc ce qui m'a aidé dans l'école par contre, c'est que j'écoutais en classe. Donc j'avais la mémoire auditive. Donc si j'écoute en classe, je retiens ce que les profs me disent. En fait, je me base quand je pars en contrôle sur ce que j'ai entendu à l'école. Parce que quand j'arrive à la maison, j'ai pas le courage de prendre des cahiers. Tu vois, j'ai pas le courage, je suis fatiguée. Je me souviens d'une prof un jour qui me reproche et qui dit qu'en gros, je me cache derrière les enfants. Et, façon comment je l'ai ramassé déjà en 4e. Ah, je me souviens, mais en gros, tu sais pas de quoi tu parles. Toi, t'es maman. T'as peut-être la trentaine passée. T'as décidé d'être maman. Moi, j'ai pas décidé d'avoir des frères et des sœurs. Tu vois, donc en gros, je dois supporter. Donc elle, quand elle doit rentrer, qu'elle doit faire à manger pour ses enfants, c'est son devoir. Elle est la mère. Mais moi, c'est pas mon devoir. Moi, normalement, quand je rentre à la maison, je suis aussi censée me reposer, ou enfin faire ma vie, et puis faire mes devoirs, enfin faire ma vie, quoi, tu vois, de jeune. Mais bon, tu sais, nous, on était des enfants à l'époque. Bon, on était obéissants. C'est-à-dire que ma mère, quand elle demande quelque chose, on faisait simplement ce que ma mère, elle demandait. Mais là, on commence à avoir vraiment des problèmes. On avait des problèmes parce que maman, je pense qu'à ce moment, elle travaillait de plus en plus. Elle avait envie aussi d'évoluer professionnellement. Maman, elle a gardé toujours, voilà, a gardé tout cette envie d'évoluer professionnellement. Du coup, elle était aide-soignante. Elle décide de se lancer en tant que technicienne d'intervention sociale et familiale. Dans sa formation, bon, nous, on l'encourage. Mon père, voilà. Mais qui dit formation,
dit rencontre. Ma mère, elle commence à avoir des nouvelles copines. Mon père, il est pas d'accord. Il est pas d'accord avec les nouvelles copines de ma mère. Faut savoir, cette période-là, on a l'impression aussi, ma mère, elle rajoute. Ma mère, elle va se faire tatouer, elle va se faire percer le nez. C'est des choses qui rajoutent encore des problèmes. Il y a André à sa journée, c'est qui revient, qui ressort. Donc, du coup, ça continue, quoi. Avec mon père, ça va pas. Le problème qu'on rencontre à ce moment-là, ce n'est plus de la violence conjugale. La violence conjugale, ça devient occasionnel. Je peux pas dire que pendant ce moment-là, j'ai pas vu mon père frapper ma mère. Ça, c'est mentir. Mais par contre, c'est psychologique. Et comme ma mère, elle est plus à la maison. Parce que ma mère, la plupart du temps, elle est dehors. Enfin, elle est dehors. Elle aime pas qu'on dise ça. Elle est au travail. Ça veut dire que c'est nous à la maison qui subissons la frustration que mon père, il avait par rapport à son mariage. La frustration qu'il avait par rapport à des choses, en fait, dans son mariage, en fait, dans son couple, c'était nous, les enfants, qui subissions tout, en fait. On devait tout entendre. Donc, comme mon père, je pense qu'il voyait que j'étais une enfant éveillée, qui comprenait les choses. Mon père venait me voir et m'expliquait les problèmes qu'il rencontrait avec ma mère. Et ça, tu dois te taire. Tu ne dis rien. Sauf que, j'ai envie de te dire, pas de bol pour mon père. Ma mère, elle me donne des tâches ménagères et puis les enfants, mais elle me donne aussi administratif. Donc ma mère me dit par exemple, va à la sécu, va à la CAF, dépose tel papier, va à la banque. Donc déjà vers cet âge-là, je pars à la banque. Tu es collégienne. Je suis collégienne. Et ma mère me dit par exemple, tu retires 500 €. 500 €, tu prends 300 €, tu vas donner à la comptabilité à l'école. Et puis 50 €, tu vas faire quelques petites courses et 150 €, tu me donnes. En fait, tu vois, ma mère, elle m'explique en fait comment elle fait. Mais je comprends que la principale cause des disputes à la maison, c'est financière. Financièrement, mais les problèmes, en fait, c'est même en français ce que je viens de dire, mais c'est l'argent. Les allocations familiales. Ça, c'était chanson matin, midi, soir. J'aimerais bien qu'on souligne ce point-là parce que c'est un point qui est vraiment tabou chez nous aussi. Beaucoup de divorces. L'allocation familiale, moi, je m'étais basée, je me disais, l'allocation familiale, ça veut dire familiale, on nous le donne pour les enfants. Ça veut dire que on ne doit pas compter sur ça. On doit faire des choses en fonction de nous. L'allocation familiale, on pouvait mettre de côté pour les enfants. Ou bien scolaire. Voilà, tout ce qui était scolaire, sortie, voyage. Or que moi, à la maison, on me rabâchait. Cet argent-là, c'est pour nous, pour vivre. Qu'est-ce que toi, tu vas faire avec? Mauvaise femme. Mauvaise femme. Hein? Moi, c'est ma baie. Oh, c'est pas possible. Moi, c'est ma baie. Tu veux prendre cet argent pour toi. Mais je dis non, je prends pas cet argent pour moi, je prends pour les enfants. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de te demander même un 10 € pour aller acheter les chaussettes, pour aller acheter les joggings. Je prends directement sur cet argent et on fait avec. C'est-à-dire que tout ce qui était des choses que les enfants désiraient, pour moi, entre guillemets, comme il disait, mentalité européenne, c'est-à-dire que cet argent-là, pourquoi je le basais uniquement pour les enfants? Or, c'était l'argent que peut-être je pouvais lui donner. Pourquoi je vais lui donner or qu'on nous donne pour les enfants? Mais moi, c'est ma belle, mauvaise épouse, mauvaise femme. Donc là, on accélère un peu. Du coup, mon père, ses frustrations. Donc, je comprends que c'est les financières. Donc, tout ce qui est argent, problème à la maison. Dès que ma mère, elle doit parler des factures et tout ça, problème. L'éducation aussi, l'éducation, ça n'allait pas. Mes parents, en fait, ils étaient pas d'accord du tout. Parce que du coup, mon père. Voilà. Mon père était donc, tu sais, mon père, c'est quelqu'un des années, il est né dans les années 50, tu vois. Ma mère, elle est née dans les années 70. Il y a un décalage. Ma mère, en plus, elle est née. Moi, je dis toujours, ma mère, elle est née ici. Ma mère, elle est comme nous, elle est comme toi et moi. Donc, tu peux pas venir lui dire, je demande pas l'avis des enfants, je leur demande pas ce dont ils ont besoin, etc. Et puis même, tu vois, par rapport à l'école, bon, c'est vrai qu'on forcément, on n'excellait pas à l'école, on va pas se mentir, hein, parce que quand tu peux pas attendre de tes enfants qu'ils excellent quand tu sais que déjà à la maison ça ne va pas. Et mon père, du coup, ça le frustrait qu'on n'était pas excellent, puisque même, il payait l'école. Donc, tu sais, les parents, ils parlent mal. Déjà, il n'y a pas de relation entre parents. Donc,
bazazoba, tu vois, ce genre de paroles-là. Et ma mère, elle supportait pas. Donc, du coup, en fait, ma mère ne supportait pas que mon père nous parle. Surtout concernant l'école. Donc, déjà, ça créait des tensions. Et puis bon, comme après je te l'ai dit, hein, l'écart d'âge aussi c'est souligné. Ma mère, elle a commencé à se tatouer, percer. Après ma mère, elle est pas partie en boîte non plus. Mais tu sens que dans ses envies, elle a envie de nouvelles choses. Donc du coup ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et puis là, le souci ne devient plus mes parents entre eux, mais là ça devient parents-enfants. Parce que nous, en fait, on commence aussi à se rebeller. Non, on n'a pas commencé à se rebeller. Pas comme ça, c'est pas vrai. Si je te dis ça, je mens. Pourquoi? Il y a une troisième personne qui est rentrée dans la famille. C'est la belle famille. On se rend compte que mon père, il part voir ses frères et ses sœurs pour leur raconter des choses. Mais souviens-toi, je t'avais dit, on a vécu avec eux. Ma mère, elle les a hébergés. Ils étaient nourris, blanchis, donc logés. Tout se passait très bien. Donc ils étaient au courant de comment est-ce que mon père il se comportait à la maison, et puis ils avaient vu aussi le comportement de ma mère. Il y a pas tout d'un coup la belle famille qui se révolte. Tu vois ma tata Moissi, la petite sœur de mon père, un matin elle se réveille, elle appelle mon jumeau, elle l'insulte au téléphone. 1. 2. Un jour comme ça, toc toc toc, on ouvre la porte. Un des papas Leki avec un des neveux de mon père, ils viennent, ils agressent ma mère dans ma maison. Tu vois le neveu qui vient, qui fait en menaçant ma mère. Dans leur maison. Oui. C'est notre maison. Ok. En tout cas, nous c'est tout. Ah, c'est ma. J'ai dit ok, dans notre maison. Donc tu le vois en fait, je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Comment est-ce que toi, déjà le neveu là, moi je suis une 94, lui peut-être c'est un 90. Ma daronne, c'est pas sa copine. Peu importe ce que mon père leur dit là-bas. Peu importe à la tata, moi, c'est ce qu'elle entend. Ils doivent gérer là-bas. Elle, jamais je l'ai entendu appeler ma mère. Entre-temps, puisqu'il y avait pas de problème, demander à ma mère comment ils évoluent les choses chez vous. Jamais. Mais par contre, on les voit venir menacer ma mère dans la maison où ma mère elle paye, puisque moi je pars à la banque. Donc c'est moi. Quand tu vois, je dis ma mère dit va faire un virement, va faire ceci. Moi je sais comment ma mère elle gère son argent. Et toi, tu sors de chez toi pour venir chez ma mère la menacer. On se croit où là? Et là, c'est un moment qui m'avait vraiment contrariée parce que mon père est rentré, il a rien dit. Mon jumeau n'était pas là ce jour-là. Mais quand il a entendu ce qui s'est passé le lendemain, il est parti faire la pareille. Mon père n'avait rien dit, non. Mais quand mon frère, il est parti ce jour-là, c'est fini. Deuxième guerre. Là, la guerre, elle a commencé maintenant. Mon père a dit, maintenant, là, c'est la guerre. Vous croyez où? Nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Vous n'avez pas le droit, tu vois, de riposter. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Et nous, on était frustrés, tu vois, parce que on s'est dit, mais ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de venir comme ça et de menacer ma mère. Que mon père, il manque de respect à ma mère, on était habitués. Mais que la belle famille vienne comme ça, non. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ces jours où ma tata, moi aussi, elle a vu ma mère à la gare de Juvisy et qu'elle a commencé à la ramasser comme ça dehors. Ma mère, c'est pas une femme qui est dans les drames. Elle est pas dans les, tu vois. Ça, ma mère, elle est rentrée, elle a dit à mon père, il a rien dit. Mais quand mon père, il a entendu le son de cloche là-bas qui a sonné, il a commencé à embrouiller ma mère. Ça a marqué la rupture. Ça a marqué la rupture. Ça a marqué la rupture entre nous. Et je te dis que depuis ce jour-là, j'avais 15 ans, aujourd'hui, je vais avoir 27 ans. Je leur ai plus adressé la parole. Et puis, on se sent démunis. Ton père, il vous protège pas. La famille, vous pouvez pas aller vers la famille de votre père parce que de toute façon, eux, ils ont pris position. Et puis, il faut savoir que jusqu'à ce jour-là, ma mère, elle n'avait rien dit à sa famille. Donc, on fait quoi? Là, une colère, tout qui commençait à monter contre mon père. Une colère, plus les problèmes à la maison, plus les problèmes des charges, plus les enfants, plus tout. Je vois que ma mère, elle est à bout. Ma mère, je vois vraiment, j'ai 16 ans, mais je vois que ma mère, elle est dépassée. Tu vois plus l'utilité de papa. Je comprends plus. Je comprends plus. Parce que, à la limite, dans notre enfance, il était cool. Mais là,
il commence à nous mettre en porte-à-faux et puis il crie à la théorie du complot. Il dit que ma mère, elle fait un complot contre lui, que nous sommes dans le complot, que nous sommes des ennemis, tout ça, t'as dans la tête, plus les malédictions, ça commence à tomber. Non, y a pas de souci, tu savais comme on était maudits. Les paroles, c'est... On était maudits. Tous les jours, partout, on se réveillait, on entendait. Tous les jours, on se réveillait, on entendait. Bozabana B, vous n'avancerez pas. Togo Mona, les Congolais aiment bien Togo Mona, Soki, vous allez réussir. On verra jusqu'où vous allez aller. Et puis, tu dois supporter. Pas tout. Là, moi, j'étais devenue saturée. J'ai fait comprendre à ma mère que déjà 1 mois, je suis pas elle. Elle est épouse, elle a supporté. Mais nous, en tant qu'enfants, on supportera pas. Moi, je voyais les enfants. Les enfants étaient encore des bébés. Tu vois, 4, 5, 6. Mais c'est encore des enfants. Moi, à cette époque-là, j'étais heureuse. Malgré les problèmes qu'il y avait à la maison, mais j'étais heureuse. Mais je me disais, comment est-ce que les enfants, ils peuvent grandir dans cette atmosphère? C'est pas possible. Bon. Là, allez. Tout bascule encore. À partir du moment où mon père, il a déclaré que c'était la guerre. Moi, j'ai dit, papa, toi, tu sais pas à qui tu fais la guerre. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle avait pas le courage. Mais moi, j'allais avoir le courage. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à avoir des échanges de paroles. C'est-à-dire que quand mon père, il me maudit, moi, je lui ai déjà dit à mon père, attention. Parce que les papas congolais aiment bien dire, Tozaban Nzambe Yassé. Dieu sur terre. Ouais. Moi, j'ai dit à mon père, il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Si ce Dieu-là, ce Dieu-là, il m'a choisi, en fait, pour que je sois sur cette terre. Il a pas fait ça pour que je souffre. Ça veut dire que je suis pas venue, en fait, pour souffrir. Là, on est en train de subir la situation en sachant que, tu vois, je me souviens au moment où on était parti à Kin. Il y a une période comme ça, on était parti à Kin. Parce que, tellement que j'étais insultée, j'en voulais à ma mère. Je me disais, mais peut-être que ma mère, elle a été une mauvaise épouse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé dur et j'ai dit à ma fille, bon, on va voyager, on va aller au Congo. Et leur papa voulait que je lui paye le billet. Oh. Moi, j'ai dit, mais comment je peux te payer le billet? Seigneur, comment je peux te payer le billet en sachant que toi, tu travailles? Si tu veux venir avec moi, ben, paye ton billet, mais moi, je vais payer le billet pour ma fille. Parce qu'aujourd'hui, si je meurs, au moins, je saurai l'histoire de ma mère. J'ai travaillé dur, j'ai payé le billet pour ma fille. Les enfants sont restés avec lui et de temps en temps, il partait chez sa sœur. Arrivé au Congo, je recherche ma mère parce que moi, je connais pas l'histoire de ma mère. Tout ce qu'on m'a raconté, c'est la famille qui m'ont dit. Voilà, c'est-à-dire que j'arrive au Congo, je connais pas le Congo non plus. C'est-à-dire que on doit m'orienter. Je dois chercher les gens qui connaissaient ma mère. Ma grande-tante a été décédée. Avant même de voyager déjà, il partait dire déjà aux gens de l'extérieur, regardez cette femme, elle a payé le billet pour sa fille au lieu de me payer. J'entendais, mais il était bon dans le sens où quand il partait parler aux gens dehors, il venait à la maison, il disait, j'ai dit à monsieur X que tu étais mauvaise, que tu pars avec ta fille au Congo mais tu m'emmènes pas. Au fond, moi je me disais, mais il est bête ou quoi? Mais je ne pouvais pas le sortir. Je ne le disais pas. Et je suis partie au Congo, j'ai supplié un oncle, j'ai dit, je suis venue, j'en ai pour que 3 semaines. J'ai laissé mes enfants. En 3 semaines, je suis au Congo, mon papa Koulou, tu ne veux pas me dire. Il me dit, c'est moi ton père. C'est moi ton père, tu n'as pas besoin de rechercher ta mère. J'ai dit, mais pourquoi? Mais avec les Congolais, on ne peut pas poser les questions. C'est-à-dire, on ne peut pas dire pourquoi. Ah oui, J'entends. Et ça me fait mal. Et à un moment, son petit frère, je vais discuter avec, parce que j'ai la famille au Congo et à Kinshasa. Et un de ses frères, ce petit frère était là. J'ai dit, Papa Leki, je sais que ma mère, elle est congolaise. Mais je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas qui elle est. J'ai laissé mes enfants en France, mais je veux retrouver la famille de ma mère. Vous, je vous connais. Famille paternelle, mais maternelle, je ne connais pas. Et bah, bien sûr, la crainte. Mais tu sais, ton papa Kouloutou, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai dit, je ne sais pas, mais essaye. C'est trop mal. Essaie de t'arranger un peu,
Comme ça, mais bien sûr, il faut sortir un peu d'argent pour montrer que, tu sais, t'inquiète pas, le transport, tout, je vais faire le nécessaire. Et je sais pas comment il avait fait. Et il retrouve la famille de ma mère. Et il me dit, on va partir tel jour. Je dis, il me reste qu'une semaine. Et on doit faire le nécessaire. En une semaine, il a retrouvé la famille de ma mère. C'est là que j'ai appris que ma mère, elle était fille unique. D'accord. Ça veut dire que pas de tante directe. Mais par contre, il a des cousins. Et elle est morte de tristesse. Voilà. J'ai dit, ah, d'accord. Ça veut dire que je commence à comprendre un peu mon histoire. Il dit, elle est morte de tristesse. Pourquoi? Parce que mon papa ne voulait pas qu'elle nous prenne. Il voulait qu'elle puisse nous voir. C'est-à-dire que mon père aussi, il avait refait sa vie. C'est-à-dire qu'elle était un peu abandonnée, elle aussi. Je me suis dit, mais tellement que je suis insultée, que ma mère ceci, ma mère cela, mais en fin de compte, c'est une pauvre dame qui est morte dans son coin toute seule. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit et ça m'a encore fortifié en me disant que non, même s'il m'insulte maintenant, je sais qu'est-ce que je peux lui dire. Que ma mère, c'était une femme, malgré que c'était une jeune femme, mais elle avait étudié. Ça veut dire s'il me dit, ta mère, elle n'avait pas étudié, c'est... Qu'est-ce qu'il disait? De toute façon, t'es un enfant de parents divorcés. Je disais, non, mes parents, ils n'étaient pas divorcés. Mon père avait d'autres femmes, mais ma mère, elle était une femme quand même légitime. Ça veut dire qu'elle est morte, malgré qu'elle est morte, ça veut dire que c'est une femme délaissée. Voilà. Moi, j'ai mis ça dans ma tête. Ça m'a fortifié en moi. J'ai dit, bon, c'était une femme courageuse. Elle a cherché ses enfants, mais il faut que moi aussi, je sois courageuse. Et je suis venue avec ça maintenant, avec elle. Elle a entendu. Elle a vu du côté maternel. Elle sait que ma mère, d'où elle vient, de quel village, tout ça. Quand elle est venue à Kinshasa, où elle habitait, tout ça, le nom que je porte. Voilà, je te laisse. Du coup, quand on était allé à Kin, on a vécu chez la famille de mon père. Et justement, ma mère, elle commençait un peu à délier un peu sa langue, toujours avec sagesse. Et puis, je me souviens de la grande sœur de mon père qui dit, tu sais, toi, t'es l'aîné, donc... quand il y a quelque chose qui va pas à la maison, par exemple avec ton père, si tu le vois qu'il a bu, si tu vois qu'il frappe ta mère, tu lui parles. Et moi, ce conseil-là, je l'avais gardé. Mais j'avais essayé avec mon père de parler, mais je voyais que mon père, il n'était pas du tout dans le dialogue. Donc là, à partir de ce moment-là, mon père, il avait déclaré la guerre. Donc là, moi, j'étais en mode aussi rando. Ça veut dire que dans ma tête, c'est les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Et puis, du coup, ma mère, elle travaille de plus en plus. Donc, du coup, c'est moi, je suis à la maison. Et puis, tu sais, moi, j'étais une enfant, je sortais pas dehors. En fait, j'étais comme ma mère. Je sortais pas dehors, c'était l'école, la maison, les enfants, tout ça, c'est tout. Et du coup, si je suis à la maison, c'est-à-dire que je suis confrontée en permanence à mon père. Et mon père, il avait toujours, comme on dit en lingala, je sais pas comment on dit en français, on dit ni boakela, tu vois? Des flèches. Danser. Des flèches. Des pics, voilà. Donc à chaque fois, tu vois, il va rentrer dans la cuisine, il prend les escaliers, il va faire ceci, et c'était ça tout le temps. Et à force, moi, je pouvais plus me taire. Donc je commençais à répondre à mon père. Et là, mon père, donc, il disait que on était mal élevés, mal éduqués, tout ça. Bref, j'avance. Et puis, entre-temps, il dit que mal éduqué, mais il est le père. Lui aussi, il a une éducation. Il faut se poser la question. Et mon père, du coup, en fait, pour moi, c'est mon père qui nous a rangés du côté de ma mère. Parce que moi, je prenais pas la défense de ma mère. Moi, je voyais ce qu'il faisait et je lui disais que c'était injuste. Tu vois? Donc, en fait, tout ce que je voyais pour moi, c'était injuste. Donc, je disais, non, papa, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas correct. On fait pas comme si. Mais, toi, t'es une enfant, t'as 16 ans. Tu vas dire à ton père et tout qui a la cinquantaine passée. Pour lui, c'est un manque de respect. Là, mon père, il a commencé à devenir violent vis-à-vis de moi. Donc, au début, c'était vis-à-vis de mon frère. Mais mon frère, c'était plus par rapport à l'adolescence. Tu vois, il désirait sortir, tu connais, les jeunes garçons, tu vas pas sortir de 15-18, t'as envie de sortir un peu plus tard. Les connaissances, c'est pas pareil que quand on était à l'école privée. Donc, mon père, c'était de ce côté-là. Mais là, moi, ça devenait vraiment parce que c'était par rapport à la maison, par rapport à ce qui se disait, etc. Là, mon père, il me frappe une fois. J'ai pas parlé. Mais j'ai le sentiment pas tout que mon père, quand il me frappe, c'est comme s'il frappe ma mère. Deuxième fois, mon père, il me frappe. Mais toujours quand ma mère, elle n'est pas là. C'est-à-dire que quand ma mère, elle part au travail, en fait, mon père, c'est là où, en fait, il profite pour te mettre une certaine pression qu'il peut pas te mettre quand ta mère, tu vois, elle est là.
Ma mère, elle me dit, prends tes affaires, va chez ta tante. Je prends mes affaires, je vais chez ma tante. Et je décide de porter main courante. 2. Mon père, quand il a dit l'instant histoire de main courante, c'est pire. Et là, mon père, je sais pas si je t'ai dit, mais bon, mon adolescence, c'est avec ma mère, on a des relations compliquées. En fait, on s'entend pas. Parce que ma mère, en fait, elle ne comprend pas que c'est difficile pour moi, les charges à la maison. Elle est dure avec moi. Et puis, elle est pas dure de la même façon avec mon frère. Elle se rend pas compte. Donc, du coup, ma mère aussi, on est un peu tac au tac. Et mon père me dit, comment est-ce que tu peux te permettre de me faire la guerre alors que t'as vu ta mère ce qu'elle te fait? T'as vu ta mère ce qu'elle te dit? Parce que c'est vrai que ma mère, je vais pas te mentir, elle me ramassait, hein. Autant physiquement que moralement, mais je comprenais pourquoi. Mais quand mon père il me frappait, je ne comprenais pas pourquoi. Donc 2e fois. Et puis là on passe à la 3e. Ce jour-là, Patou, j'ai pas envie de rentrer à la maison. De toute façon, on n'était pas bien à la maison. C'est-à-dire que déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as quand même une appréhension. Mais en soi, ce jour-là, j'ai vraiment une appréhension. Je me dis, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Mais bon, je vais chercher les enfants à l'école, on rentre. Mon père, il était dans la cuisine. Mon père, déjà, il commence à dire, là, maintenant, vous êtes avec moi, hein. Votre mère, elle est pas là. Tu vois, déjà, ça commence. Il sort de la cuisine. Il monte. Moi, je suis restée en bas avec les enfants. Je leur donne le goûter. Puis, entre-temps, mon téléphone sonne, portable, et c'est mon oncle qui m'appelle. Et nous, on est très proches de mon oncle et de ma tante. Je crois que mon père, il était pas content, en fait, que je sois au téléphone avec un membre de la famille de ma mère. Il y avait un peu entre eux, comme s'il y avait une compétition, que, tu vois, genre, vous partez plus du côté de maman, vous partez pas du côté de papa. Au lieu de m'expliquer et de me dire, donne-moi ton téléphone, non, il m'arrache le téléphone des mains. Mais en fait, pas de bol, il arrache mes cheveux en même temps. Alors les enfants commencent à crier. Moi, je lâche pas le téléphone. Pas tout. Je peux pas lâcher mon téléphone. Parce que le téléphone, là, c'est le moyen que j'ai pour communiquer avec ma mère. Parce que ma mère, à chaque fois qu'elle part, ma mère, elle nous appelle tout le temps, toutes les demi-heures, toutes les heures, pour savoir comment ça se passe à la maison, pour savoir s'il y a pas de problème. Donc mon téléphone, je veux pas le lâcher. Mon oncle, je l'ai au téléphone, il me dit, raccroche, va dans ta chambre, en espérant que ça va se calmer. Mon père, il me suit dans la chambre. Là, c'est vous des chiens et chats. Voilà. C'est dur. Entre-temps, bon, j'ai eu une amie au téléphone. J'ai son père qui est à l'autre bout de la ligne. Je sais plus qu'est-ce qu'il me dit, maman. Son père, puis elle prend le téléphone, elle dit, si ça va pas, tu viens à la maison. Ouais. Et ton père, il raccroche. Non, parce que j'avais mon tel, maman. Oui, non, mais c'était sur le fixe. Sur le fixe, tu te rappelles? Il parle avec ce tonton et après, il prend le téléphone, il raccroche. Oui. C'est-à-dire qu'entre-temps, moi, j'ai pu appeler ma mère. Et ma mère, elle me dit, prépare tes affaires, va chez ta tante. Mon père, quand il raccroche, il me rattrape. Laisse pas tranquille. Donc, du coup, moi, je cours dans les toilettes. Et c'est toujours avec mon téléphone. Donc, je suis avec ma mère, en fait. Ma mère, elle est à l'autre bout de la ligne et tout ça. Et là, moi, je finis le travail, je rentre vite fait. Et tu vois, je suis dans les toilettes, mais ça me rappelle des scènes. Tu vois, quand ma mère, elle est dans la chambre, ou dans les toilettes, ou dans la salle de bain. Ta maman, elle n'était pour rien. Non. Parce que t'as rien fait. Boum, 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 boum. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon père, il a, tu vois, il a prêté attention en fait sur autre chose, quoi. Donc, ça me laisse le temps en fait de sortir. Je me dirige vers la porte. Mon père me rattrape, il veut me frapper. Et il y a le cadet, celui qui me suit. À l'époque, il avait 11 ans seulement. Il avait 11 ans seulement. Il avait 11 ans seulement. Il s'est mis entre nous, tu vois. Il a dit, tu la touches pas, tu la frappes pas. Mon jumeau n'était pas là. Ouais. Il était dehors. Et mon jumeau, il n'était pas là. C'est le cadet qui a cette réaction-là. Pas tout, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mon jumeau était pas là. Ma mère, elle était pas là.
Et c'est mon petit frère qui a 6 ans de moins que moi. Mais bon, à l'époque, il était déjà bien costaud. Moi, la taille que tu vois que j'ai toujours eu cette taille-là. Vraiment. Donc, j'ai pris mes affaires. En fait, mon père, il était tellement choqué que mon petit frère, il se mette devant lui, tu vois, en lui disant, tu la touches pas, tu la frappes pas, que ça m'a laissé le temps, en fait, de partir. Cet épisode-là, Patou, ça a été le déclic. Quand je suis sortie de la maison, le lendemain, je suis partie chez le médecin, je suis partie porter plainte contre mon père. La police. Parce que ma mère, toutes ces fois, elle avait essayé de porter plainte. Toutes ces fois, elle avait essayé, mais ma mère, elle portait pas plainte, puisque mon père, à chaque fois, il la sermonnait, tu vois, plus l'entourage, comme il allait dire à des gens, les gens disaient, non, c'est pas bien que t'ailles dénoncer ton mari à la police, chez nous, ça se fait pas, boyé. Mais là, tu vas aller chez qui? Puisque la famille de mon père, c'est pas la peine. Mon père lui-même en personne, c'est pas la peine. Et puis, du côté de la famille de ma mère aussi, ils sont pas au courant. Donc là, je décide de porter plainte. Mais moi, je sais que là, je suis déterminée, j'irai jusqu'au bout. Donc, du coup, je décide de porter plainte. Bon. Après, les choses se passent. Les enquêtes. Ça passe. Mon père, plus de pression physique, parce qu'il sait, du coup, mais psychologique, tu vois. Vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous allez comprendre plus tard. Mais là, aujourd'hui, sachez que vous allez souffrir de ce que, tu vois, vous allez regretter de ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, je tenais tête. Ma mère chantait qu'elle était fatiguée, qu'elle était à bout. Mais moi, je tenais tête. Je me souviens, mon père, il partait déjà voir les gens dehors pour dire que oui, Whitney, elle a porté plainte contre moi. C'est sa mère qui l'utilise. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui dit. Oui, mais moi, c'est pas ma mère qui m'a poussée. Mais moi, ce jour-là, j'avais compris que si main courante, ça te fait pas peur. Donc, on va aller plus loin. Parce que ma mère disait, elle soufflait la séparation, mais mon père, il voulait pas la séparation. Et puis, ma mère, il fallait que quelqu'un quitte la maison. Mes parents, ils étaient propriétaires tous les deux. Mon père, il disait, je quitterai pas la maison. Au contraire, il disait à ma mère, tu prends tes affaires, tu sors. Mais ma mère, elle disait, mais je vais pas laisser mes enfants. Donc, en fait, on était dans une situation, on savait plus ce qu'on allait faire. Donc, moi, de toute façon, j'avais compris que mon père était toxique. Tu vois, j'avais compris que mon père était toxique, donc de toute façon, il fallait prendre une décision. Ma mère, elle pouvait pas prendre la décision, donc du coup, c'est moi j'ai décidé de passer à l'attaque. Donc, je fais ça, il s'ensuit le jugement, mon père doit partir du logement pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il doit partir, donc bon, il se précipite aussi entre la séparation. Attends, c'est parce que quand on les ont dit 2 ans, pas de pension alimentaire, tout ça, hein, je demandais rien. Hein. Et c'est pas lui qui venait pour donner aux enfants. De temps en temps, quand il avait 100 ou 150 euros, 200 euros, il donnait aux enfants. Je disais aux enfants, allez acheter les sandwichs avec, parce que je dépendais plus de lui. Et j'ai eu le courage, en même temps, de faire venir son grand cousin, et de faire venir justement mon cousin et sa femme, pour dire que maintenant, alors j'étais déjà arrivée à l'âge de 40 ans, que à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire que je ne veux plus entendre parler du monsieur. Je ne veux plus que quelqu'un me dise, oui, comment il va. À chaque fois, je leur disais, maintenant, si vous voulez entendre que comment il va, vous prenez son téléphone, vous l'appelez. Mais l'entourage, c'est les mêmes personnes avec qui vous mangez, c'est les mêmes personnes qui vont vous trahir. C'est-à-dire que lui, il avait pris maintenant l'opportunité d'aller dehors, de parler de mal de moi, que moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de mal de lui. Et les membres de ma famille acceptaient que lui parte chez eux pour me critiquer. Ça, c'est aussi le pompon, ça. C'est de voir que tu vois... Aujourd'hui, je n'ai jamais rien dit à ma famille. Quand ils vont regarder l'émission, c'est là ils vont découvrir. Oui. Donc en fait, on se laissait. En fait, déjà tu vois le comportement des gens à l'extérieur, les tontons, les tantines là, qui te snobent du jour au lendemain, qui te regardent mal, qui te regardent du coin de l'œil. On est les enfants désobéissants, les enfants mauvais et tout, etc. La famille de mon père, n'en parlons pas. Et puis dans la famille de ma mère, ceux qui entendaient ce que mon père disait, mais qui nous disaient rien. Donc après nous aussi on a commencé à grandir, on a pris de la distance du coup avec on a pris de la distance parce que pour moi ça c'est de la trahison. Moi si t'es mon frère Patou et que et que ta femme elle vient me voir pour tu vois me parler de toi, il faut que je vienne te voir pour te dire il y a Patou, bon, je veux pas de problème entre toi, il y a Célia mais il y a Célia quand même, faut parler entre vous. Mais il y a les autres là-bas, ils entendent
ce que mon père leur dise sur ma mère, mais ils viennent pas, ils nous disent rien. Et puis quand on se voit, non. Donc, on a commencé, en fait, ce moment-là, vraiment, on a pris de la distance. On s'est retrouvés à 8. C'est une nouvelle vie pour nous qui a commencé à partir de là. Mais c'est... Aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui? On va faire un saut. Aujourd'hui, ma mère, elle est... Qu'est-ce qui se passe avec la maman aujourd'hui? Voilà. Je sens qu'elle va pas bien, elle a une boîte. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, bon, quand après la séparation, déjà, ma mère commençait à beaucoup travailler. Et en fait, elle cumulait. Tu peux voir que ma mère, pendant 3 jours, elle va pas rentrer à la maison parce que elle cumule, elle fait jour nuit. Ou bien, comme elle faisait aussi la formation, peut-être après la formation directement, elle va travailler. Donc, elle enchaînait. Mais même en rigolant, on l'appelait la chinoise parce que c'était un rythme. Oh, pardon. Parce qu'il est bon, on connaît les Chinois la façon comment ils sont assidus au travail. Très actifs. Voilà. Donc du coup, voilà, vraiment. Donc du coup, elle travaillait tout le temps. Et puis, au fur et à mesure, entre-temps, mon père est rentré à la maison après les 2 ans. Et puis bon, ma mère, elle a pas supporté le retour de mon père à la maison. Elle a commencé à faire des malaises. 1 malaise, 2 malaises. Au début, on se disait, bon, elle est fatiguée, tu vois, puis on parlait de burn-out. On parlait vraiment de grosse fatigue. Puis jusqu'au jour où la 3e fois, elle tombe. C'était au centre commercial. C'était le jour de notre anniversaire. On fêtait nos 22 ans. C'était à 5 ans, du coup. Ma mère, elle rentre, le soir, elle avait travaillé. Le lendemain, elle veut qu'on aille faire les courses pour fêter notre anniversaire. Et du coup, elle me dit, viens avec moi, on va aller faire des courses. Et puis, tu vois, on rentre dans Carrefour et faut qu'on aille à l'étage. Moi, dans mon idée, quand on va à l'étage, là, c'est qu'on va voir, je vais pouvoir lire les magazines. Et ma mère, elle s'arrête, elle voit les compotes à gauche. Elle sait qu'il y en a un des petits qui aime les compotes. Je t'assure. Waouh. Et puis, non, c'était pour le dernier. Alors du coup elle s'arrête, elle dit je vais prendre les compotes, donc moi je monte en fait. Je monte déjà, je l'attends à l'étage et ma mère me rejoint. Donc je tourne comme ça et je vois ma mère. Je continue mon magazine et quand je me retourne, ma mère elle est pas debout quoi. Ma mère elle avait fait un malaise en sortant en fait de l'escalator, elle est tombée par terre. Donc du coup tu vois moi je fais hop. Les gens autour. Voilà quoi, les gens autour, les pompiers, puisque ma mère en fait elle se relève pas. Donc du coup on va, elle part faire les examens et tout, etc. Donc bon, on décèle, il n'y a rien de grave. On n'arrive pas à statuer ce qui se passe. On se dit bon, c'est un malaise, c'est forcément dû de la grosse fatigue. Puis en fait, la grosse fatigue, ça a duré 1 semaine, ça a duré 3 semaines, ça a duré 3 mois, 6 mois. 9, 1 année, 2 ans, 3 ans. Donc, au final, le médecin nous dit que c'est une dépression sévère. C'est une dépression sévère. Donc, au début, on prenait ça à la rigolade, parce que ma mère, elle tombe jamais malade. Parce que vous croyez que ça n'existe pas chez nous. Voilà, on comprend pas. On comprend pas. On voit ça que chez les autres, ça nous arrive aussi, mais nous, on est dans le déni. Complètement. On comprend pas, on garde tout, sinon ça nous tue. Ouais, exactement. Donc en fait, nous, pendant ce temps-là, on continue notre vie, hein, tu vois, on continue notre vie. Donc en fait, on s'était habitué aux difficultés que maman elle avait au quotidien. On s'était habitué au retour de papa, entre guillemets. Mais t'as oublié, parce que quand je suis tombée, ça veut dire que je ne pouvais plus rester toute seule. C'est-à-dire, si tu me laissais sur place à 8h, à 20h, même place. Tu vois? Donc, du coup, même, on commence à responsabiliser les enfants parce que nous, on travaille les grands. Maman, faut qu'elle aille se doucher, faut qu'elle aille aux toilettes. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre à 15h, à midi, il faut quelqu'un qui rentre à 16h, il faut quelqu'un qui rentre, tu vois, hein, histoire que de l'alléger. Donc, ça, c'était difficile. Ça a duré comme ça 3 ans. On comprenait pas trop. On est parti voir tellement de médecins. On comprenait pas. Les médecins, ils ont du mal à statuer. Ma mère, elle est malade, mais elle est malade de quoi? Mais la dépression, nous, on connaît pas la dépression. Tu vois? Tu dis à quelqu'un la dépression, en soi, ma mère, elle est bien. Tu vois? Mais quand t'es avec elle, tu vois ses difficultés.
Donc, on passe 4 ans, 5 ans. Et puis, bon, en fait, on s'habitue, c'est notre vie, quoi, maintenant. C'est notre quotidien. C'est difficile pour nous, les enfants, parce que ma mère, on lui donne des traitements qui sont lourds. Tu vois, comme elle dit, les médicaments qu'elle donnait aux personnes handicapées, c'est les médicaments qu'on lui donne. Donc, maman, des grosses fatigues, vraiment... Fatiguée. Voilà. Tu vois... Quand j'oubliais pas tout ce qui était scolaire. Elle s'accrochait pour ça. Je m'accrochais à ça. Je me disais, ils sont pas venus là comme ça. Ça veut dire que l'école, c'est important. J'étais celui-là qui est tout seul me disait toujours, maman, t'inquiète, je vais passer mon brevet, je l'aurai. Je dis, t'es sûr que tu l'auras ton brevet? Oh maman, t'inquiète. Je dis, toi, quand tu me dis ça, souvent je dois m'inquiéter. Elle m'a dit non. Ça veut dire que les enfants faisaient maintenant des choses pour ne pas m'inquiéter encore. Même s'il y avait un problème, on me disait pas. C'est entre eux. C'est-à-dire que même à l'école, c'était les 3 derniers qui avaient plus de difficultés. Mais personne ne me disait. Moi, je disais toujours, et l'école, et l'école. Il y en avait une qui s'accrochait. Très bonne élève. Et voilà. Jusqu'à ce que j'ai vu qu'en fin de compte, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, je suis comme ça, je suis inapte. Moi qui étais une femme courageuse, ambitieuse. Je deviens... un fardeau. Voilà, pour mes enfants, à leur âge. Et ça a été très difficile, cette époque-là. Et plus les médicaments, plus la fatigue, la seule chose que j'arrivais à faire, si je ne tombais pas toute seule à la maison, c'est on me mettait dans la cuisine, je préparais par contre, je mettais pour tout le monde, et je retournais sur mon canapé. Et quand j'avais besoin, j'appelais un des enfants, par contre, ils étaient tous présents. C'est-à-dire que, maman, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. C'était l'organisation qui s'était faite à la maison. Pour vous dire. Et cette chute, ça m'a vraiment achevé en fin de compte. Parce que j'avais trop caché. Voilà. Trop caché. Le médecin m'avait dit quoi? Parce qu'en fait, du coup, après, déjà, le médecin, quand maman, elle est tombée, il parlait d'aller voir un psychiatre. Mais maman, elle se disait, non, je suis pas folle. Et bon, c'est vrai que maman, à partir du moment où elle a commencé à tomber malade, moi, j'aime pas brusquer ma mère. Donc, si maman, elle dit qu'elle veut pas faire, elle fait pas. Donc, du coup, on respectait, en fait, sa volonté. Et puis, le médecin insistait, il disait, il faut aller voir le psychiatre parce qu'on lui donnait des médicaments, mais son état de santé, en fait, il s'améliorait pas. Donc, bon, en fait, je pense que le médecin avait déjà vu que c'était un problème psychologique, ça venait de la tête. Donc, du coup, on lui a laissé le temps. Puis, bon, là, on a commencé, donc on est dans l'année 2020. C'était une année aussi difficile. Et puis, je décide de me faire plaisir à ma mère et je l'emmène en vacances. Mais c'était à contrepartie. Ça veut dire, je t'emmène en vacances, mais à ton retour, on ira voir le psychiatre. Elle a accepté. Donc, on est parti en vacances. Où ça? Dubaï. Oh, maman, t'es déjà partie à Dubaï. Ah oui. Mais je n'a jamais quitté Paris, t'es déjà partie à Dubaï. Tu vas partir. Waouh. Tu vas partir. Voilà. Du coup, au retour de Dubaï, on est allé voir le psychiatre. Donc, bon, moi, toujours avec ma mère, parce que elle comptait pas, en fait, c'était difficile pour elle. Donc, je l'accompagne et là, je comprends. On a une séance avec le psychiatre, 2 séances, 3 séances avec le psychiatre. Puis, il finit par nous dire, mais en fait, votre maman, elle a juste fait, comment on appelle ça? Elle a pété un plomb. Il m'explique qu'en fait, nous tous, dans un coin de notre tête, on a un réservoir. Ce réservoir-là, il accumule les chocs de ton enfance, ceux dont tu te souviens, ceux dont tu te souviens pas. Mais ce réservoir-là, il accumule. Et à force, quand il est arrivé à saturation, il explose. Maintenant, il y a 2 façons de péter les plombs. Soit tu pètes les plombs et boum, 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 boum. Donc, tu vois vraiment des personnes qui pètent les plombs. Et il me dit, ou soit, c'est comme votre maman. En silence. Et elle commence à développer, on appelle ça des comportements phobiques. Tu vois, elle a ce besoin, même assise, de me tenir pour se sentir en sécurité. Elle a peur du monde. Là, elle est bien. Là, tu la vois bien parce que t'es là. Elle connaît Monsieur K. Elle sait c'est qu'il y a pas tout, donc elle est bien. Vraiment. Tu vois? Mais c'est compliqué. Elle ne peut pas
être dans un endroit debout. Quand il y a du monde, elle peut pas. Donc, et puis même, tu vois, quand tu marches avec elle dans la rue, tu es la canne de maman. Tu es sa béquille, tu es son fauteuil roulant. Parce qu'elle ne veut pas de béquille, elle ne veut pas de canne, elle ne veut pas de fauteuil roulant. Donc, c'est elle qui va te dire, on va marcher, on va à gauche. Vous partez à gauche. Et puis, si tu vas pas comme elle veut, elle commence déjà à s'énerver. Tu vois? Là, tu retrouves le côté maman congolaise. Et puis, elle te dit, on va à droite, on va à droite. On fait comme si, bon, voilà. Il faut qu'on soit, généralement, quand on sort avec maman, il faut qu'on soit à plusieurs parce que, bon, moi, tu vois que elle a peur, en fait, de trop me briser parce que ça va être compliqué. Donc, du coup, quand on sort à plusieurs pour que, du coup, et puis, voilà, le psychiatre nous explique que ça arrive à tout le monde. C'est juste que nous, on n'en parle pas. Dans notre communauté, on sait pas ce que c'est. On pense que, on dit, nous, souvent, en lingala, Koutaza Liboma. Tu vois, alors que c'est pas Ezali Boma. C'est juste que, oui, tu vois, tu es quelqu'un, tu es humain, t'as vécu des choses, t'es arrivé à un stade dans ta vie où, stop, t'en peux plus, tu vois. Et elle arrive à ce stade-là. Maintenant, c'est compliqué. Parce que quand t'arrives à ce stade-là, maintenant, maman, quand on est avec elle, c'est comme sur certaines choses, c'est comme si t'es avec un enfant de 5 ans. Donc, on doit tout reprendre à zéro. Surtout, bon, après, c'est plus par rapport à se déplacer parce qu'en soi, elle a toujours sa tête. Voilà. Si on ne serait pas là, si ça serait pas maman, tu vois. Parce que moi, je sais, et je le dis aujourd'hui, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est ma mère. Ma mère, elle m'a portée dans tout. Je me souviens à l'école, on était dans les difficultés, les professeurs qui te disent, tu vas faire un BEP, tu vas faire un bac pro. Alors, j'ai rien contre les bacs pro, mais tu vois, ma mère, en tant que femme, elle avait fait un BEP. Elle se disait, ma fille, elle fera pas un BEP. Ma fille, elle fera plus que moi. Alors, malgré les difficultés à l'école, avec les enfants et tout, ma mère, elle me disait, tu feras un bac ES. Et ça, c'était la guerre. Parce que moi, je voulais pas faire un bac ES. Et comme par hasard, mon jumeau, il avait le droit d'aller en bac pro. Donc déjà, tu vois, je trouvais que c'était injuste. Mais ma mère, elle me disait, tu ne feras pas ce que les profs t'ont dit, mais tu feras ce que moi, je t'ai dit que tu feras. Et moi, je croyais pas que j'allais y arriver. Mais j'ai fini par... Oui, j'ai redoublé. J'ai raté mon bac. Et ma mère, elle me disait, attends au triplé, tu vas avoir ce bac. Et j'ai fini par l'avoir. Après, moi qui pensais arrêter l'école, j'ai fait mon BTS, j'ai fait ma licence. Vraiment. Wow, et puis, tu vois, moi qui n'avais pas travaillé parce que mon jumeau, lui, avait commencé à travailler jeune. Et moi, j'ai commencé à travailler à partir de 19 ans. Je me suis lancée dans l'alternance. Puis depuis que tu vois, là, j'ai commencé l'alternance depuis mes 19 ans. Ça m'a, en fait, j'ai continué, bosser. Et puis, les enfants, aujourd'hui, bon, il y a des difficultés. C'est aussi ça, les conséquences de la violence conjugale. Donc, d'une part, il y a l'handicap de maman. Ça nous a aussi divisés entre nous. Aujourd'hui, elle a été déclarée inapte. Ouais. Aujourd'hui, maman, elle est inapte. Elle ne peut pas aller travailler. Elle n'est pas autonome. Elle n'est pas indépendante. À seulement 49 ans. Voilà. C'est grave. Aujourd'hui, avant que ça puisse arriver à d'autres moments, parce que ton passé, c'est peut-être le présent d'une autre maman. Pour que tu puisses sauver cette maman qu'elle n'arrive pas à ton stade à toi, qu'est-ce que aujourd'hui tu pourrais le conseiller à nos mamans africaines? Pas forcément rester dans le Congo, mais à nos mamans africaines. Bon, les mamans africaines, qu'est-ce que je vais dire? Je vais simplement dire que moi, j'ai vécu dans une réalité que je voulais moi-même. Je ne vivais pas dans la réalité. Je vivais dans... pas dans la vérité. Je vivais dans la réalité parce que je voulais être quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre. Moi, je conseille plus à mes sœurs, mes grandes sœurs ou à nos mamans, je ne sais pas aujourd'hui, mais il faut savoir vivre dans la vérité. Être heureuse. Parce que moi, quand je suis partie dans le mariage, j'étais seule. J'avais pas d'enfant. J'avais pas de charge. J'avais pas de repères. J'avais pas de complications. Je demandais que de l'amour. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Violence conjugale. Bon, maintenant, dire que il faut se séparer, non. Simplement que la vérité que vous menez au sein de votre couple, il y a que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que s'il n'y a pas Jésus, ben vous allez vous retrouver comme moi, inapte. À mon âge, je ne peux pas avancer. Et moi, je sais que j'ai remarqué que, je ne sais pas, hein, les hommes, moi je mets les hommes avec grand âge. Les hommes préfèrent des femmes menteuses que les femmes qui disent la vérité. Parce que moi, je n'ai pas vu où là j'ai menti mon mari, mon ex-compagnon. J'ai mené ma vie
parce que je savais que je devais pas être une femme menteuse. Tout ce que je faisais, tout ce que je disais, c'était la vérité. Simplement, je cherchais l'amour. Voilà, mais les papas congolais, est-ce qu'ils connaissent l'amour? Je ne sais pas. L'affection. Est-ce qu'ils savent que non, la femme aussi a besoin d'affection. Moi, dans mon couple, je t'aime, je n'ai jamais entendu. Est-ce que mes grandes sœurs ou bien nos mamans, ils ont entendu ça? Je ne sais pas. C'est tout un problème. Mais moi, je dis toujours à mes filles, soyez des femmes fortes. Pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes. Soyez d'abord femmes. Exactement. Avant d'être épouse ou bien maman. Voilà. C'est-à-dire, une femme forte, c'est une femme qui va s'épanouir. Moi, je ne me suis pas épanouie dans ma vie. J'ai regardé d'abord épouse, ensuite les enfants. C'est tout. Ça, c'est l'erreur que... C'est l'erreur que de nombreuses femmes, peut-être qu'ils ont fait dans leur vie. Maintenant, est-ce que je vais en vouloir à ma belle-sœur parce que c'est elle qui m'a élevée, ou bien à ma cousine parce que j'étais avec elle? Non, je ne peux pas leur en vouloir. Parce que c'était comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ma fille a le droit de dire ce qu'elle a à dire. Je l'oriente. Mais je ne m'oppose pas à ce qu'elle veut faire. J'accompagne, je conseille et la décision revient à elle. Voilà, la décision revient à elle et j'encourage. Parce que si on n'encourage pas nos enfants, comment ils vont évoluer? Ils vont retourner encore il y a un siècle où la femme, elle était dépendante de son mari. Non, c'est pas possible. Moi, c'est des femmes vertueuses, c'est des femmes fortes. Voilà, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui aux jeunes de nos jours qui vivent la même situation que... Bon, j'aimerais dire à un jeune ou une jeune, on doit... Savoir dire stop. Déjà savoir dire, ne pas avoir peur. Parce que moi, je pense que déjà, j'avais pas peur. Mais je crois que j'avais pas peur parce que ma mère, au fond d'elle, elle avait un côté qui n'avait pas peur. C'est juste que ma mère, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Nous, on a la chance, on est nés ici, on a grandi ici, ça veut dire que on a le droit de parler. On a le droit de dire non, ça je veux et ça je ne veux pas. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, Patou. Si on devrait revenir en arrière, pour les enfants, je le referai encore. Je n'inciterai pas une jeune fille ou un jeune homme qui verrait la violence conjugale de faire la même chose. Mais fais ce que tu dois faire pour être en paix, toi, ta mère, si c'est ta mère qui est femme battue, et tes frères et tes sœurs. C'est ça, pour moi, savoir se montrer responsable. Aujourd'hui, notre responsabilité, elle est, on doit parler. On doit dire les choses. On doit dire que oui, la violence conjugale, ça existe. Pourquoi? Parce que nos grands-mères étaient femmes battues. Nos mamans se sont fait battre. Aujourd'hui, je vois des filles de ma tranche d'âge qui témoignent, qui disent qu'elles sont victimes de violences conjugales. Ils sont mariés aussi. Et tu sais, ça me fait mal. J'ai l'impression, en fait, que c'est moi-même, on est en train de me battre. Et je me dis que si on ne parle pas, demain, ça sera mes petites sœurs. Et après, demain, ça sera mes filles. Et il faut que ça s'arrête. Tu vois, une fois on discutait, tu m'as dit c'est comme le racisme. Le racisme, ça existe encore. Mais on en parle. Donc, on a l'impression que c'est de moins en moins. C'est juste que c'est plus filmé. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus filmé. Donc, de la même façon, on doit dire que non, stop. Les hommes doivent aussi se responsabiliser. On aime beaucoup mettre la femme en avant. Moi, je l'ai vu dans mon éducation. C'est toujours Whitney, t'es une femme. Tu dois te comporter de telle façon avec un homme. Tu dois chérir ton mari. Tu dois être respectueuse. Tu vois, faut bonne laï. Faut, vous dites quoi? Chérie. Ouais, une phrase en lingala comme ça. J'ai oublié. En lingala, ça passe grave bien en plus. Mais quand j'entends ça, faut lingelaye. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, mais... En français, il faut prendre le mot. Non. En fait, quand je suis d'accord avec ça, c'est notre rôle. Mais on oublie que c'est vice versa. C'est pas dans un sens. Exactement. J'ai tellement entendu à la maison, oui, Koutou, tu pars à l'église, mais on dit, femmes, soyez soumises. Mais la suite de tout ça, on dit, homme, aime ta femme comme le Christ a aimé l'église. Tu entends la responsabilité de ça? Jésus nous aime. Il nous aime toutes, tous. Et quand j'entends un homme qui dit, ça arrive aussi que tu puisses corriger ta femme, hein. Corriger ta femme en la giflant.
Toi, tu as vu où dans la Bible que toi et moi, on lit. Tu es homme, moi je suis femme. Tu as vu Jésus gifler pour corriger? Tu as vu? Et aujourd'hui, tu entends des hommes, et en plus parfois des hommes qui ont une responsabilité dans le ministère et qui disent que, oh, une gifle, on minimise. Non, 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 on minimise pas. L'homme a la responsabilité de rendre sa femme heureuse. Il a la responsabilité d'aimer sa femme. Il a la responsabilité d'être doux avec elle, de la chérir. Et si tu fais ta part, tu verras que naturellement ta femme aussi, elle fera sa part. Quelle femme va se réveiller un matin, elle va vouloir détester son mari, chercher des problèmes à son mari? Moi, je ne pense pas. Le cœur que Dieu nous a donné à nous les femmes, on aime toujours. Tout ce qu'on attend, comme a dit ma mère, c'est l'amour. Tu envoies un geste tendre, un mot tendre de ton mari. Parfois, c'est même pas la tendresse, mais c'est le respect de ton mari. Et toi aussi, tu vas te soumettre. Tu vas lui donner ce qui lui est dû. Donc, il est temps qu'on dise aux hommes de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs responsabilités, la responsabilité que Dieu leur a donnée. C'est pas nous qu'on leur a donné, c'est eux. C'est s'ils ont un problème en fait, qu'ils voient ça avec Dieu, mais pas avec nous. Nous, on n'est pas là pour subir leur frustration. On n'est pas là pour subir en fait leur mécontentement. Et là où est notre responsabilité? Alors j'aimerais dire à une femme, lève-toi. Lève-toi. Si vous êtes une femme battue, moi aujourd'hui ma mère, la grâce que j'ai, c'est que ma mère elle est vivante. Parce que je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons. Généralement quand on en parle de ça, on en parle d'ici en France. Mais alors, au Congo? Mais alors dans la communauté, dans la diaspora? Dans nos familles, combien de femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons? Et les compagnons ont caché en disant « Oh, elle est tombée. Oh, c'était juste un coup. » Combien? Moi, je rends grâce à Dieu. Ma mère, elle est inapte. Ma mère, elle est encore en vie. Mais je pense à ceux qui n'ont pas cette grâce-là. Ou j'aimerais dire à ces jeunes filles, ne laissez pas vos mamans. Moi, j'ai passé des moments difficiles avec ma mère. Mais aujourd'hui, je sais que non, ma mère, je la lâcherai pas. Elle et moi, dans tout. On a passé des moments difficiles, même entre elle et moi. Il y a des fois, c'était la guerre, mais ça reste ma mère. Ma mère, elle m'a montré comment être une femme. Elle m'a montré comment est-ce que je devais me comporter. Alors, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais ma mère, elle m'a montré comment marcher dans la droiture, marcher dans les principes de Dieu. Tu viens de dire un truc, très important, très important, que nous devrons même dire aux mamans qu'elles apprennent à d'abord responsabiliser les jeunes filles à être des femmes responsables, avant d'être des épouses. Parce qu'on saute beaucoup des étapes. Trop. Et lorsqu'on saute des étapes, on est perdu. Et on perd notre repère. Et ça va très vite. Ça va très vite chez nous. Et c'est surtout ce qui nous touche chez nous, c'est le silence. Pardon, Patou, il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter. Vraiment. Non, en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que dans la violence conjugale, ce qu'on oublie, c'est que c'est les enfants qui subissent le plus. Pourquoi? J'ai vu le comportement de mon jumeau changer au fur et à mesure. Mon jumeau était quelqu'un de doux, était quelqu'un de gentil, quelqu'un à l'écoute, tu vois, protecteur. Et au fur et à mesure, parce que voilà, on grandit, il y a on prend des chemins différents, il y a des désaccords. Et à plusieurs reprises, mon jumeau lève la main. Il a levé la main sur moi. La dernière fois, c'était en juillet dernier. Et tu vois, j'en parle aujourd'hui parce que c'est monté au fur et à mesure. Au début, c'était une gifle. Après, ça a été un poing. Et la dernière fois, j'ai une cicatrice à l'épaule. Tu vois, la violence qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. D'où notre responsabilité d'en parler. Un enfant qui voit sa mère se faire battre, c'est dur. Il faut croire que il battra sa femme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de ma responsabilité d'en parler parce que le jour où moi, j'entendrai que mon jumeau a levé la main sur une femme, ça me fera plus mal au cœur parce que j'aurais fait ma part. C'est pas à défaut de lui avoir dit que peu importe, les hommes violents justifient toujours la violence en disant « elle parle trop, elle répond ». Toujours ce genre de phrase-là. Et ça, il faut pas l'accepter.
peu importe que ce soit ton frère, moi je le dis vraiment, parce que moi, mon frère et moi, on a le même âge. Mais même si aujourd'hui, je vois ma petite sœur qui a 18 ans et que mon frère la frappe, je ne pourrais pas l'accepter parce qu'elle a 18 ans. Tu vois, au bout d'un moment, il faut savoir en fait respecter aussi la personne. Pas d'insultes, pas de mots blessants, dénigrants, humiliation. On n'a pas à subir ça. Ni de ton frère, ni d'un homme, ni de ton mari, ni de qui que ce soit. Parce que la prochaine étape, c'est quoi? On sera où, en fait, à la prochaine étape? C'est de devoir d'en parler pour aussi protéger nos frères. Je veux pas que mes petits frères, ils suivent ce chemin-là. Ouais. Et en tout cas, pour finir cette émission, pareil, hein, merci, bonne force à vous. Je dirais à un moment, c'est vrai que ça fait beaucoup d'années, mais aujourd'hui, toi, par rapport aux autres, tu es encore vivante. Oui, c'est-à-dire que tant qu'on a le souffle de vie, voilà, exactement. Le souffle de vie n'a pas de prix. Exactement. Aujourd'hui, tu vas aller de l'avant. Aujourd'hui, tu vas enfin pouvoir penser à toi, ton bonheur et ta santé. Santé, voilà, surtout ça. Vraiment. Et ce que je conseille à toutes les mamans, pensez à votre bonheur avant tout, parce que vous avez aussi une vie et vous avez droit de la vivre. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez comment ça se passe. La tradition de chez Monsieur K. Yes. Hein, donc on va se lever. Hein, on va appeler les jumelles. Hein. Hein, on va appeler la maman quand même. Et c'est la victoire. On l'a fait. On est ensemble. 2021, c'est la foi, la paix et l'amour. Yes. Allez. 1, 2, 3, 4. Gauche, droite, gauche. Donc regarde la caméra en guide. Victoire, victoire. On est chez Monsieur K. Hein, et à la prochaine. Et merci. Encore à la prochaine. On reste là. On reste vivant. Et on communique, on parle. La foi, l'amour et la paix. 2021, c'est votre année. On est ensemble.